Rollist TV, bonjour Mathieu avec un seul T à l'antenne et avec beaucoup de monde à l'étage, vous le reconnaissez. Il est à mon étage dans ce petit décor noir et jaune. Batro, bonjour, comment Salut, vas-tu? ça va? Ça va bien. Et puis en bas, eh bien, nous avons Robin. Lui aussi, on a une petite touche jaune hein, dans le décor. Comment vas-tu, Robin? Ça va bien. Voilà, c'est ce qu'on appelle une réponse concise. Et donc, Robin, alors là, si tu es là, c'est parce que tu es le chef de gamme du jeu le plus lisible de chez Agathe et de chez beaucoup de monde. Donc, on est là pour parler de Mörk Borg. Alors, Mörk Borg, bon, et puis bonjour bien entendu à toutes les personnes présentes dans le chat. Mörk Borg, ça y est, c'était un petit peu ce serpent de mer de traduction, parce qu'on avait eu d'autres éditeurs qui avaient été intéressés, et il est là, arrivé. Alors attention, c'est la version anglaise. Hein. Il est là, c'est la 11e édition, c'est-à-dire 11e tirage, pour vous dire à quel point le succès était présent. Alors comment ça se passe justement quand on arrive sur un projet comme Mörk Borg, qui est de l'OSR, et c'est pas forcément la chose pour laquelle Agathe est le plus connue. Bon, il y a beaucoup d'émotions qui s'entremêlent. Hein. Effectivement, c'est un projet qui est pas anodin, qui dans l'histoire du jeu de rôle a vraiment voilà son identité, sa singularité. Je pense que ce qui domine avant tout, c'est d'une part la joie de pouvoir apporter cet objet, cette proposition de jeu de rôle sur le marché français, parce qu'effectivement, ça a été un long chemin et surtout aussi une fierté, je pense, d'être mis là-dessus et de voir ce que la communauté va en faire, comment les joueurs français vont se l'approprier et les histoires qui vont naître dans cet univers très particulier. Oui, alors c'est un univers très particulier. Il est d'ailleurs tellement particulier qu'il va créer une marque, une appellation qui est l'appellation Borg, alors qu'on a retrouvé dans Cyborg, oui c'est bien Cyborg, et en plus Pirate Borg, et il y a beaucoup de Borg, alors on fait la blague maintenant, il y a compris John, mais là, pour les plus anciens et qui aiment le tennis, ça vraiment aussi, c'est un nouvel aspect, et c'est rare d'avoir un jeu qui donne une touche, la fameuse touche Borg. Et justement, Batro, Robin, pour tous ceux qui seraient intéressés, en quoi consiste cette fameuse touche Borg? Là, je sens l'échange. C'est qui commence? Ouais, c'est de la simplicité des règles déjà. Tu vois, le MJ jette pas les dés, les PNJ sont extrêmement simples à gérer. Tu as le côté graphique, évidemment. Oui. Hein, ça, c'est évident. Ça fait partie de l'ambiance, ça fait partie de l'univers, quoi. Et tu as la touche aussi un peu... tu commences la partie, tu vas lancer les dés sur une table de prophétie apocalyptique. Tu sais que le monde va finir, donc c'est un peu une ambiance fin du monde, mais on s'en fout, on y va, on fonce dans les donjons. Tu vois. Oui, Donc, c'est du voilà. YOLO puissance 10 000 quand même. Alors justement, est-ce que vous pouvez... tu as parlé d'une prophétie, on est dans un monde... Enfin, on est à la fin, voilà, où on est au début de la fin, comme on veut. On le voit bien ici, hein, par exemple. On a cette ambiance... je pense pas que le jeu aurait pu sortir pendant la fameuse panique satanique. On a une explosion graphique, justement. Donc, quel est le postulat de ce Mörk Borg? Et puis là, tu nous as parlé de différentes, de fameuses tables. Il y a des tables de malédiction. Donc, on est parti pour jouer au maximum, comme tu dis. Mais comment est-ce que, justement, je dois aborder ou je peux aborder ce jeu? Je pense qu'il n'y a pas vraiment de réponse toute faite dans le sens où la proposition de Borg, que ce soit dans les règles, dans le système, mais même un peu la manière dont sont conçus les scénarios, c'est vraiment une invitation aux joueurs et aux maîtres de jeu à s'emparer de l'objet, d'en faire une proposition radicale qui leur ressemble. Donc je pense qu'il y a vraiment un côté on y va quoi. Le monde est condamné, on a ce bel ouvrage entre les mains, il y aura sûrement pas de chronique qui va relater nos faits parce qu'on est tous sauf des héros nobles, on est plutôt un petit peu les rebuts de la société. Les augures sont contre nous, allons-y. Et c'est... Ouais. Ouais, t'as le do it yourself aussi, le fait de pouvoir prendre des morceaux de ce jeu, de customiser.
Ouais. Et puis d'une part, le système est simple, mais il y a vraiment un côté, il est compatible avec d'autres OSR. Si vous voulez le patcher, en faire une mosaïque avec d'autres influences, d'autres modules que vous allez greffer ou même retirer ce qui est déjà présent dans Mörk Borg, allez-y. Je pense que c'est ça. Quand on essaie de définir ce qu'est le Borg, il y a effectivement l'objet livre, l'objet artistique, la proposition de jeu de rôle, mais je pense que fondamentalement, ce qui définit pour moi l'esprit Borg, c'est plus une invitation. C'est une Mm. invitation au meneur, au joueur, qui est vraiment quelque chose de la participation, de la symbiose avec l'objet, et ça se traduit d'une manière assez simple, qui est que quand on voit les différentes gammes qui sont nées dans le sillage du Borg, c'est toujours des gammes qui sont complétées par des productions d'amateurs, de passionnés, et on a une communauté derrière à chaque fois qui se forme, qui est foisonnante, qui va proposer sa propre vision. Ça peut être juste du fanzine, des illustrations, de la musique des fois qui sont faites sur ces Oui. univers, et c'est ça avant tout qui va définir l'esprit Borg. Et puis je pense qu'il y a des musiques que Batro ne renierait pas quand on voit quand on voit la playlist qui est proposée. Alors, tu parles de l'objet. Alors effectivement, hein, c'est l'objet. Il y a des moments où on se plaint de certaines lisibilités. Là, alors généralement quand on s'en plaint, c'est que c'est pas voulu. Mais alors là, on est dans une explosion. Alors j'essaie de vous le montrer pour vous montrer à quel point. Là, vous voyez, on le voit sur la page noire, on voit les reflets des projecteurs. Ah bah, ça d'ailleurs, c'est le calendrier, Oui, apocalyptique. C'est le voilà, et avec aussi le ce magnifique rappel. Voilà, on a par exemple une cette page. Voilà, on a la fin quand vous arrivez ici. Et donc là, moi, la question, alors là, c'est une question de production, donc c'est très certainement plutôt pour Robin. Comment est-ce qu'on fait pour gérer un jeu qui est une explosion graphique comme cela, et notamment avec les polices de caractère? Alors, déjà, c'est beaucoup de patience et je pense d'anxiolytique pour les différents graphistes qui vont travailler dessus. Mais il faut voir aussi que nous, on n'est pas seul sur ce projet. Il y a une entente et même une amitié forte qui s'est nouée entre le studio Agathe et les auteurs et les illustrateurs du jeu de base. Et on peut compter sur leur soutien, sur leurs recommandations pour la mise en maquette. Donc il faut bien voir qu'on ne fait pas cavalier seul là-dessus, donc on sera épaulé par les artistes originels. Et surtout, on parlera un peu plus tard du calendrier, mais il faut bien comprendre que le véritable défi et ce qui va prendre le plus de temps, nous, au niveau de la production de cet ouvrage, c'est effectivement la mise en maquette. Parce que c'est pas du tout comme on peut l'imaginer, en fait. Un cadre, on va venir couler du texte avec différents niveaux de titres, etc. Chaque page, en fait, est une œuvre d'art. C'est un travail d'orfèvre où il va falloir s'assurer que tout rentre dans les bonnes cases, qu'on respecte la police, la lisibilité. Donc il y a énormément de Oui. paramètres qui rentrent en compte. Mais je pense que les lecteurs, après, ils sont sensibles. En fait, quand on a un ouvrage comme des Borg dans les mains et qu'on tourne une page, en fait, chaque page, elle est unique. Chaque page, elle a son histoire. Elle est précieuse. Il y a des heures et des heures de travail derrière. Et je pense que les lecteurs, ou en tout cas les joueurs qui vont se lancer dans l'univers de Borg, ils sont déjà sensibles à ces thématiques-là. Et ils vont avoir un ouvrage entre les mains qui est vraiment, il faut le dire, un objet d'art. Alors justement, dans les faits, ça se passe comment? On vous fournit ça charge un petit peu, ça a du mal au niveau des choses. On vous a fourni les polices de caractère? Oui, oui. Il y en a certaines qui sont originales, qui ont été travaillées, donc on me les a envoyées. Et après, on va faire une première passe où il va y avoir un travail assez grossier. Et après, on va affiner et voir ce qu'il faut, notamment au niveau des accents, ce genre de choses, comment ça peut rentrer dans les différentes pages. Et donc, on va avoir voilà, de belles nuits fiévreuses en perspective. Je reviens pour qu'on soit tous, voilà, tous ensemble. Et alors, donc, justement, on a alors, hop là, ça revient. Là, le studio va redevenir un petit peu normal. Je ne sais pas si vous me voyez ou pas, ou si ça frise. J'ai l'impression que ça frise Ah, un c'est petit bon. peu. C'est bon? Ok. Donc, vous avez proposé beaucoup d'autres choses en plus. Parce que, Robin, tu parles effectivement de non, et c'est ça. Il y a quelque chose que la caméra ne peut pas capter. C'est une expérience tactile également. Ouais. C'est-à-dire que il y a donc du vernis sélectif, mais il y a du embossed, comme on dit. Enfin, c'est-à-dire que c'est creusé. Les pages en elles-mêmes sont
parfois avec du papier glacé, d'autres ça va être un papier qui va être notamment là sur la fin, du papier plus classique avec un grammage différent. On a vraiment une expérience sensorielle, et d'ailleurs on posera la question à Johan quand il viendra. C'est quelque chose qui est quand même assez unique au niveau des jeux. Moi je sais que quand je l'avais eu entre les mains la première fois, tu l'as bien dit Robin, on met vraiment en avant ce côté objet, et on a même l'impression que c'est aussi parfois un objet qui sera autant à lire qu'à jouer. Ouais, je suis d'accord. Moi, je suis toujours assez fasciné aussi de l'effet d'attraction que peut avoir cet ouvrage, vraiment en tant qu'objet visuel. Euh, on fait beaucoup de conventions que ce soit à Essen, à Birmingham ou aux États-Unis, et on voit bien en fait que le style Borg, c'est quelque chose qui capte tout de suite. Et même aujourd'hui, moi, je pense que c'est vraiment un objet. Alors, on verra que la gamme sera complétée avec tous les différentes propositions, mais il y a vraiment cet univers foisonnant, particulièrement riche. Et puis, on en parlera peut-être un peu aussi, mais il y a effectivement une technicité au niveau de l'impression, de la mise en forme qui va encore renforcer la singularité du projet. Ouais. Alors justement, après on va reparler de la campagne en elle-même. Donc vos imprimeurs habituels, ils peuvent fournir ce genre de prestations, ou par exemple c'est les donc le studio, hein, c'est alors Stockholm Artel, puis donc on a Free League, parce que Free League s'occupe de la distribution également. D'ailleurs à la base, hein, nous on l'avait reçu le tout premier par le biais de Free League, et là aussi, on vous a donné des tuyaux quant aux différents types d'imprimeurs qui peuvent faire telle ou telle prestation, ou vous avez dû vous débrouiller par vous-même? Non, comme je disais, on travaille ensemble, on va être guidé là-dessus. Et puis voilà, il y a sûrement de grandes chances que ce soit imprimé avec eux pour vraiment qu'on ait le même rendu et qu'on puisse utiliser les mêmes techniques et les mêmes produits derrière. Mais ils nous ont fait faire des tests aussi, donc forcément, voilà, on est sur le même processus, quoi. Ah d'accord, pour pouvoir voir ça. Alors là, par exemple, là, vous voyez, on retrouve un des adversaires qu'on connaît habituellement, là aussi, et là aussi, hein, vous aimez l'OSR comme le système de jeu, hein, on l'explique, hein, c'est une difficulté, vous lancez un D20 et vous devez faire plus que cette difficulté. Donc, on est sur évidemment une base où on lance du D20, une base Donjons et Dragons, une base OSR, ce qui fait que c'est très très facile de le relier d'un point à un autre. Bah oui, c'est vrai que c'est le langage commun, tu vois, de Donjons& Dragons qui a été, recyclé, qui a été, remis au goût du jour, et que Mörk Borg s'empare d'une autre manière, quoi. Donc c'est sûr que tu peux tout à fait avoir les mêmes références, connaître le grand ancêtre et puis arriver dans Mörk Borg et tu seras en terrain connu, même si ça va vite glisser ensuite, quoi. Oui, c'est ça. Alors, il y a une chose, on va aller sur la page. Il y a un terme que vous avez dit, donc ça nous fait penser à du Donjon et Dragon, mais il va très vite s'éloigner de l'héritage gigaxien, voilà, ou gigaxien comme on veut. Attends, hop là, je mets donc la page euh, ici. Voilà donc la page. Alors même la page est brille de mille feux, hein. On a ces petites animations qui donnent ça. Et alors donc c'est tout en bas, enfin non, pas en bas, c'est-à-dire c'est sur le milieu. Voilà, vous parliez, et c'est cette phrase-là qui est très intéressante. Morborg, alors, imiter l'ancêtre des années 70, garantir la compatibilité n'a jamais été un objectif. Morborg peut faire les deux, presque par accident. Et alors là, j'aimerais bien que vous me développiez cette phrase qui a été choisie. C'est l'esthétique prime sur la fidélité à un quelconque héritage gigaxien, parce que bon, l'esthétique, c'est ce que l'on va voir. Comment est-ce que ça se transmet dans le jeu? C'est belle cette question. Alors, déjà, pour répondre sur les règles, tu vois, d'habitude, on parle de l'OSR, donc le mouvement Old School Renaissance, et donc, normalement, les jeux OSR sont censés être compatibles avec la première édition de Donjons& Dragons, c'est un peu le Oui. point commun. Morborg est pas compatible, techniquement avec, cette première édition, donc c'est pas techniquement de l'OSR. C'est ça qu'on veut dire, c'est que du coup, c'est la base et l'esprit de l'OSR, c'est-à-dire
prendre les règles, en faire un peu ce que tu veux, avoir plein de tables pour improviser, ne pas te reposer en tant que joueur sur des listes de compétences et de pouvoirs pour avoir des idées. Et du coup, Mörk Borg va un peu plus loin et propose sa manière en fait de voir on va dire, l'exploration brutale de donjons, sans pitié, tu vois? Ou de petits Oui, sandbox, voilà. voilà, on le précise, hein, c'est pas la feuille de personnage qui va prendre le plus de temps pour jouer. Ouais, ouais. Et d'ailleurs, heureusement. Alors, j'avais lu il y a fort longtemps que quand les joueurs, enfin quand les personnages mouraient, on proposait de manger le bouquin. Ouais, ça peut arriver, c'est vrai. Mmh. C'est dans Et une table, ouais. C'est très peu alors, nourrissant. C'est très peu nourrissant. oui, puis je sais pas, c'est peut-être un peu toxique, hein, toute cette encre. Moi, Ouais, c'est vrai, j'ai déjà fait, ouais, c'est toxique ça. parce que justement, alors moi, Batro, il y a un truc. Est-ce que tu as fait quelques jeux de par le passé? Il y avait un jeu Ah, où tu mangeais les feuilles. ouais, ouais, entre autres, ouais, ouais. On les Mmh. brûlait aussi, ouais, mais Voilà, c'était avec Splitgers, donc ça me fait sourire quand j'ai revu ça. Donc on précise, hein, il n'y a pas de palier au cas pour pouvoir manger hein, les 2 choses. Alors, on va remonter un petit peu. Donc, je pense que votre page imite très, très bien l'aspect, Borg, pour être gentil, du du jeu. Alors parce que là, si on montre évidemment le jeu en lui-même, vous avez proposé, énormément de choses, dont des choses, moi j'ai appris des choses, je ne savais même pas que qu'il y avait un écran qui avait été produit ouais, tout à fait, il est et magnifique d'ailleurs, ouais. mmh, Il est Ouais, en c'est fait, un il a été très très, très bel très objet. ouais, il a été très, très vite épuisé en VO. Il vient juste je crois, de revenir en impression en VO il y a pas longtemps. Mais ouais, c'est 5 volets. Ça représente tous les grands PNJ influents de l'univers. Voilà, c'est cool. parce qu'on précise, il y a bien un monde, hein, dans Mörk Borg, hein. Je vous montre la carte, hein. Voilà la carte, hein. Donc, bah, c'est Mörk Borg, c'est-à-dire, voilà, c'est un esprit, c'est un mode de vie comme on va dire. Et alors l'écran, je ne sais pas s'il y avait il est en le même format que le livre, il est du format A5? Oui, dans mon souvenir, il est dans format A5 en 5 volets. Mmh. Je sais qu'on a Vincent qui doit pas être bien loin, donc voilà, il est la voix dans le chat qui pourra le redire. Et donc on a en proposition, donc Hérétique, le repère, alors c'est Roi Rose vampire. Vampire. Voilà, Du roi merci. Le roi vampire, vampire, excusez-moi. c'est assez exceptionnel. Et alors justement, est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots sur Sillon? Et puis en plus, il va y avoir la production française, bien entendu. Donc un album de doom metal dans la version jeu de rôle. Je salue Freux là-dessus. Alors, est-ce que vous pouvez m'en dire un petit peu plus sur les fameuses campagnes, enfin, le repère du roi vampire, Mörk Borg culte, et puis hérétique? Bah, je vais laisser Batro présenter les différents suppléments s'il veut. Juste avant ça, j'aimerais rappeler que Bien sûr. la traduction, elle est assurée par une seule personne Mhm. que j'ai vu passer dans le chat, mais donc c'est Arthur Camboli qui a la traduction et je tenais à lui, enfin vraiment à le féliciter pour son travail. Je pense que les gens, quand ils vont découvrir l'objet entre les mains et un petit peu se plonger dans cet univers, ils vont se rendre compte de la traduction qu'il a réussi à mener. C'était très difficile parce qu'il y avait beaucoup de contraintes sur cette traduction. On se rend Oui. pas forcément compte, mais d'une part d'un point de vue stylistique, parce qu'au niveau langue, il faut réussir à trouver un peu un équilibre assez subtil entre d'une part un langage soutenu qui est propre à l'heroic fantasy et un côté un petit peu plus trivial avec voilà le côté punk qu'on retrouve dans cet univers et surtout les illustrations. Et à côté de ça, il y avait peut-être la contrainte la plus lourde pour un traducteur qu'on soupçonne pas, mais voilà, qui s'appelle donc le foisonnement, qui est en fait un mouvement mécanique dû à la traduction, qui fait que dans certaines langues, voilà, le signage va gonfler parce qu'on a des mots plus longs, par exemple en français. Et si ça peut être toléré dans la plupart des ouvrages qui sont localisés en français, ça devient très difficile sur un ouvrage comme Mörk Borg, parce que Mm. voilà, on est restreint par la maquette. Il faut surtout pas dépasser. On peut pas passer sur une autre page ou faire des petits ajustements qui seraient très visibles à l'œil. Et lui, il a réussi vraiment d'une part, à avoir quelque chose qui est très cohérent et vraiment une traduction au cordeau, et surtout rentrer dans ce cadre très limité en termes de signes
et à chaque fois trouver le terme juste qui rend hommage à l'idée originelle, mais surtout qui respecte cette contrainte-là. Et ça, je trouve, enfin moi, mon travail sur la gamme, c'était aussi de m'assurer de cette qualité de traduction, et c'était vraiment, enfin vraiment, c'est une prouesse qu'il faut souligner. Arthur qu'on va saluer et qui n'a pas du tout, mais alors pas du tout un avatar Mörk Borg, hein. Alors pas du tout, hein. C'est pas très corporate ça, Arthur, hein. Je te le dis tout de suite. Alors donc on a aussi, et donc et justement là on a Thomas qui nous dit, mais en parlant d'album, est-ce qu'il y a un vinyle qui est prévu au programme parce qu'il y a aussi un album Mörk Borg. C'est pas prévu pour le moment au programme. Mais bon, là, on voit bien, il y a une liste Spotify qui est présente. Alors, je ne vais pas appuyer dessus parce que j'ai peur que mes oreilles explosent. Je vous le dis tout de suite, hein. Mais avec que des titres ultra sympas, hein. Bleed, Slaughter of the Soul, tu vois, Temple Doors, tu vois, tout ça. C'est frais et guilleret. Et alors, donc, on a donc justement Batro. Là, je suis de nouveau sur la page donc la partie sur les suppléments, donc Ouais. hérétique, le repère du roi vampire, Mort Bord culte et sale jour de deuil. Yes, donc pour un peu expliquer le contenu des suppléments, donc déjà ils sont tous, soit dans le format A5, soit dans des formats un peu différents parce qu'ils ont essayé évidemment, comme, le livre de base, de travailler un peu le format physique. Donc Hérétique et Reliquaire, déjà c'est 2 formats fanzines qui vont avoir plein de choses différentes. Tu vas avoir des classes en plus, tu vas avoir des scénarios, tu vas avoir des galeries de monstres, et plein de tables aléatoires, des outils notamment de voyage entre les régions, du monde pour le faire un peu plus, vivre, et pas mal d'outils, voilà, d'improvisation, dans ces 2 livres-là. D'ailleurs, l'un des 2 a été primé, aux Zénith. Oui, il y a eu un paquet indéni. Ouais, donc voilà, ça c'est déjà tu as les 2 principaux suppléments, c'est Hérétique, et Reliquaire. Alors, dedans, on nous propose quoi? On nous propose quelques ajouts de règles, quelques ajouts de personnages, quelques ajouts d'univers. Oui, c'est toujours des petits modules de règles en plus, des scénarios, et après en fonction des suppléments, voilà, il y a des petites spécificités. Par exemple, on va trouver, moi j'aime beaucoup, il y a un bestiaire pour les différents royaumes que tu as présenté de la carte au début, qui est Mmh. très très drôle. Et voilà, c'est toujours. Et après, il y a aussi des petits scénarios qui viennent se greffer. Ce que tu disais au début avec la volonté de proposer cette gamme, c'est que effectivement, même si c'est de l'OSR, on a vraiment déjà un univers qui est ancré et qui va être développé au travers de tables dédiées, mais aussi de ces petits suppléments, ce qui permet vraiment d'avoir quelque chose d'un ensemble plus vaste et cohérent, dans lequel c'est un peu une boîte à outils où tu vas pouvoir explorer et ensuite faire tes propres scénarios. Oui, c'est vrai que l'idée c'est pas de faire un univers encyclopédique, quoi. Donc, Borg, ça va te présenter, de l'univers à travers des outils de jeu. Alors, on a une question de Frédéric, donc vous l'avez peut-être vu sur la page, il est écrit qu'il y a un paiement en 2 fois qui est possible. Donc, Frédéric nous pose la question, est-ce que ce paiement est sans frais? Yes. Et la réponse au moins. Il se passe comment ce paiement? Il est sous quelle forme? On paye tout de suite la première partie et Alors ensuite la le seconde? paiement en 2 fois, il est pour, la plus grosse, contrepartie, avec tout. Tu payes en fait, tout de suite la moitié, et dans quelques mois, tu paieras la deuxième moitié lorsqu'on ouvrira le pledge manager pour gérer les adresses et les envois. D'accord. Alors, allons maintenant. Alors, s'il y a bien un titre OSR, c'est celui-là, le repère du roi vampire, hein. Lieu, créature, voilà, tout est dit dedans. Donc, je suppose qu'il y a un roi vampire qui est quelque part. Robin, tu le connais, non? Oui, oui, pardon, je le connais bien. Je veux pas le tout dévoiler, donc effectivement, il y a un roi vampire, mais c'est un scénario qui a une petite histoire. Vous le verrez en feuilletant dans les dernières pages. Je pense que la personne qui nous succède à 21h pourra en parler avec une certaine émotion. Mais moi, en fait, c'est vraiment ce qui m'a. Alors, je suis un très grand fan de l'univers Mörk Borg, mais quand je l'ai eu entre les mains et que j'ai lu un peu plus, voilà, c'est un scénario qui m'a beaucoup touché. Vous verrez pourquoi, mais Alors, le titre en il a une anglais, forte c'est identité. The Lair L'air of the, Lair of the Vampire. Vampire King. Ok, très bien. Ouais. Parce que je lui. Voilà, que Et il y je a des lui illustrations super cool dedans. Petit coucou à Benjamin Dibling. Alors,
Frédéric dit on ne prend qu'une partie de ton âme. Est-ce que ça compte aussi, oui, que pour voilà, Vincent nous dit avec Frédéric. C'est juste écrit, il y a 2 cases à cocher. La première c'est acceptez-vous, puis la deuxième c'est en acceptant vous envoyez votre âme là. Donc ensuite nous avons Mörk Borg Cult. Donc c'est des sectes, c'est plein de choses qui là aussi c'est sur on étoffe encore plus l'univers. C'est en fait le supplément reliquaire dont je Ah parlais. ok, d'accord, Ouais. tiens, parce que je le cherchais, je pensais qu'il était au dos le reliquaire. Très bien, il est Ouais, ici. ouais. Nous avons aussi donc donc voilà, Sale jour de deuil, qui est alors une traduction d'ailleurs avec le titre en français. Hein, donc, et donc là, une aventure pour Morborg. Là aussi, ça a l'air gai et champêtre. Oui, je crois que on a kidnappé la sœur d'un des PJ et du coup on va on va buter le responsable dans un temple affreux, je crois que c'est ça. Mm. D'accord. Donc, bon, très bien, ce sont des bons concepts. Et surtout, alors je remonte dessus, il y a un petit coffret Ouais. qui est là. Alors, je sais que j'avais vu, moi, pour ma part, parce que quand Free League nous envoyait régulièrement des séries espace, ils avaient envoyé une espèce de petit coffret avec écrit ça dessus, c'était des cartes qui étaient à l'intérieur. Est-ce que ça, vous projetez de le faire ou pas? Ou je Heu, vous apprends quelque chose peut-être? un coffret avec des cartes, ça me Oui, parce qu'en fait, quand j'ai vu l'appellation, là, le Les coffret icônes. noir, voilà les icônes, et j'ai cru que c'était ce fameux. C'était un coffret avec des cartes et puis un Oui, plan. oui, c'est bien ça. Avec C'est ça, 5 paquets enfin 4 paquets de cartes, à chaque d'accord. fois qui sont des objets qui renferment des dieux qui sont liés à Necrubel. D'accord, Tout à ok, fait. donc c'est bien. Donc c'est ça et qui apporte un petit peu du méta-jeu dans la partie. Et il y a une petite intrigue qui est liée à chaque fois. Ouais. D'accord, très très bien. Donc ça n'a pas de rapport avec le coffret. Il y a un coffret donc qui est proposé. Oui. Qui est dedans, donc c'est ce qu'on appelle le coffret icône. Alors moi, quand j'ai eu le icône, il s'ouvrait, c'était vraiment une boîte en fait, c'est pour ça que... Et donc dedans, vous avez un coffret collector, alors c'est un peu la marque d'Agathe quand même ça, hein. On aime le coffret dans lequel on met tout, je ne pense pas qu'il existe en VO celui-là. C'est ça, on va produire spécialement pour la version française un coffret collector exclusif. Alors, il sera pas jaune, il y aura des dessins dessus quand même Oui, on est en train de préparer ça, on va le dévoiler bientôt, on a un corps dessus là. D'accord. Qui sera dessus. Donc voilà, niveau formel, il repose les limites. Donc on a plusieurs parties, alors je vais remonter hein, sur les parties par ici. Donc, si je veux entrer dans la base, le pledge de base, ça va être Comtesse du sang. Donc, j'ai le livre, j'ai l'écran et j'ai le supplément reliquaire. Alors, juste pour qu'on soit un petit peu sûr, dedans, j'ai du matériel pour jouer. C'est-à-dire que j'ai des scénarios dedans, en plus de l'univers. C'est juste pour que chacun puisse avoir une vision claire de... Parce qu'en plus, Oui, oui, oui. dépêchez-vous, on a un invité, les amis. Hein. C'est totalement suffisant. Et puis il y a déjà du scénar dans le livre de base. Et puis après, il faut aussi voir ce que je disais, c'est qu'il y a effectivement une communauté florissante qui a proposé énormément de scénarios sur Internet. Donc si vous êtes aussi à l'aise avec l'anglais, il y a une manne que vous pouvez trouver par la suite pour vraiment compléter ça. Je pense vraiment on a effectivement cette gamme là qui est très arrêtée, enfin que vous avez ici, mais il faut voir que c'est vraiment un univers étendu qu'est le Borg aujourd'hui, et il y a énormément de choses que vous pouvez intégrer à vos parties de manière en amateur. Alors, notre invité est là. Il est ici. Donc, hello, how are you? Hello. Hey. Alors, on va remettre... Hey, Okay, so, Johan, how do we pronounce your first name? Johan do we is pron- absolutely fine. Okay, Johan. Yeah. So, you're calling us from Stockholm? Norrköping, which is near Stockholm, but I am around. Okay, there, you're so- around. Okay. Yeah. Welcome. Bienvenue. Bienvenue. I don't know how's your French? Extremely terrible. Ok, très bien. Alors, Non donc, bien entendu, alors, Johan, pour le préciser, c'est la personne qui a fait tous les dessins.
également ici. Johan, il a fait d'autres jeux, Into the Odd. Il est également sur Alien Evolution. I don't remember the name of Alien, the second edition. Yeah, the Evolved Edition. Evolved, voilà, Evolved Edition. Donc, si vous avez des questions, bien entendu, n'hésitez pas. Vous pouvez les poser en français, nous vous traduirons. Et nous allons poser des questions à, justement, Johan en anglais. Et nous ferons la traduction au fur et à mesure. Et effectivement, Bastien nous le disait, Warpland également. So many things. So, first thing first, how did you come to role-playing games? Alors, première chose, comment est-ce que tu es arrivé dans le jeu de rôle? So, I think sorry. Don't I worry. think my origin story in this is fairly common and not very new. I had a friend whose big brother was into role-playing games, and so we Big brothers. borrowed his games until he found out. And I think I was about 11 or so when I first started playing. And the first game I played was a Swedish game called Mutant, and it's now it now exists and still is published under the name Year Zero, but this was way before that. And so, Okay. yeah, that was my sort of start in that, and we continued playing Swedish games, and that was it. Il y a quelque chose qu'on doit toujours remercier dans le jeu de rôle, ce sont les grands frères, parce que visiblement c'est souvent... Donc Johan a commencé à jouer à l'âge de 11 ans, et parce qu'il avait il y avait un ami qui avait un grand frère qui avait des jeux, et le premier jeu auquel il a joué c'est Mutant, donc qui est devenu Mutant Year Zero, et puis il a continué à jouer à d'autres jeux, Drakar und Dämonen. Oh yeah, absolutely. Drakar Demoner, Mutant, and Cult. They were the Voilà, three ok, bah, main c'est ones. very Swedish, very Yes. Swedish. Donc avec Cult bien sûr et Drakar und Dämoner qui plus tard va devenir Dragonbane. So then you grew up and you decided to draw. How? I mean, Mörk Borg is of course one of the most recognizable role-playing game. It's more than art; it's really a style. So, how did you come up with the idea of let's write a role-playing game which will break the mold, which will be hard to read, Well, it depends, but sure. That's yeah, and valid that question. will be a visual chaos. Donc, comment est-ce qu'on en vient à avoir cette idée de je vais créer un jeu qui va casser le moule, difficile à lire et qui va amener du So chaos? I think. Oh, sorry. I think for me, role-playing games has always been a creative hobby. Like before I even bought or got my first published role-playing game, I made my own. So like it's always been a case of creating adventures and rule books and everything for me. So it was very natural to make our own game, and this was really the work of Pelle Nilsson, who is the author and the game designer of the game, who made this sort of first draft of Mörk Borg. And we had worked together on another game called Barkhäxan, only Swedish horror game. And we realized that we worked very well together. We were on the same page. We aligned our like design philosophies, and the way we worked were very in sync. And so when we decided to work on this one, we wanted to just push ourselves and test our limits and see how many rules can we break, how crazy, quote unquote, can we make this, because we didn't really have anyone who decided for us. Like we only did this for us, so we never thought, I wonder if this will work or if this will be marketable or able to be sold. Like that never crossed our minds. It was only a creative experiment for us. So it's really a miracle that anyone else likes it. But here we are. Alors donc il dit bien que c'est un miracle que tout le monde ait ça. Donc, pour lui, le jeu de rôle, c'est un hobby de création. Et donc, il travaille avec Pelle Nilsson, qui est... alors, Pelle, is it a male name or a female name? Yes, bail name. Mais non, ok, donc Pelle Nilsson, avec qui il avait déjà travaillé sur un jeu dont le titre suédois m'a échappé. Je vous le concède, à moins que trop tu l'aies eu. Et donc ils se rendaient compte qu'ils travaillaient très très bien ensemble. Et ils se sont dit, on va faire quelque chose qui va nous... voyons à quel point on peut pousser les choses sans aucune idée de savoir si ça allait se vendre ou si ça pouvait plaire.
But my question is, do you remember the first time you had the spark, the idea? Was it at the end of a classic role-playing game session and saying, let's break something? Or was it just one touch after another? Quand est-ce que l'idée est arrivée? Est-ce que c'était à la fin d'une histoire, d'une partie très tard le soir, ou est-ce que c'était une petite touche? So for this one, I think so. Pelle had an idea of, okay, I want to make this a quick and easy game that we can play in the pub, for example, or at conventions, just something fast. And we wanted it. He mentioned, oh, maybe we can do it as a punk scene. Maybe we can do it in that style and not a traditional book. And that got my gears going, so to speak. And I think I had recently read a Swedish role-playing game scene called Hydra. It's one of the oldest ones from, I think, the 80s or even 70s. There's only been 10 issues, but it's been around forever. And the latest issue of that was very much a mix of different medias. It had some pages set in a traditional like typewriter style. It had some that was just printed out on a 90s computer. There was some that was physically printed with, we call it potato prints, like you carve a potato and then you cover it with ink and you physically press on the pages, so it was very tactile. And just this mix of different things blew my mind, and I was like, okay, you can make role-playing game books like this. I've never seen that before, so let's just do it. Let's just try and go as far as we can. And go ahead. Alors, avec Pelle, il se dit si on faisait un jeu rapide. Alors, j'aime beaucoup un jeu dans lequel on pourrait jouer dans un bar ou en convention. Et justement, le Pelle a commencé en disant il faudrait bien qu'on ait quelque chose qui soit au niveau de la scène, quelque chose d'un petit peu punk. Et puis, donc, il y avait. So, the game you mentioned was Hydrate. That's the name of the game? Hydra, so like the Hydra, the ok, Hydra. yeah. Donc vous aviez ce jeu qui s'appelait Hydra, donc qui a été visiblement décliné en numéros, et c'était un jeu où il y avait absolument tout, c'est-à-dire parfois c'était écrit à style machine à écrire, c'était pas du tout les mêmes fontes, et puis la qualité du papier était le papier patate, on pouvait aussi appuyer dessus, et ils ont voulu l'imiter, donc il y a eu 10 numéros ou 10 suppléments, et ça a été une très très forte influence. And we have another question. How did you approach the art direction of Mörk Borg? Visually, what were your references and influences? So there were a lot of musical influences for sure. Like music was very strong influence throughout the whole creation, both writing and making art and design. So I would listen to music and sort of try to emulate and translate how that sounded, and also looking at a lot of gig posters and album covers, punk scenes, for example. And I'm a big like Pinterest junkie, so I was just going through Pinterest and looking at various things, like far beyond just role-playing games, and looking in different medias. So, and I don't know, like it's a mix of everything. It's very hard to pinpoint exactly where the inspiration comes from, but it was a mix of quite, I guess, unconventional sources. But alors justement, ce qu'il dit qu'en fait, il y a difficile de cerner une des sources en particulier. Donc il y a eu beaucoup de musique, hein. Il écoutait beaucoup de musique qui fait du bruit visiblement, et puis également il expliquait qu'il regardait les couvertures des albums, et puis il allait aussi sur Pinterest, et puis en fait le tout se mixait. So, and because when we look at the game, Yeah. you have this mix of original paintings or art, and also images you picked up perhaps on Pinterest. Yeah. I don't know. Yeah. Those are stock photos for sure. And so there's a lot of public domain photos as well from like old museums and stuff. So yeah. And in the way the book was conceived, are we far from the basic ideas, or did you mix up a lot of things? Did you add or remove stuff? How was the creative process? Par rapport à ce qu'on connaît maintenant du livre, quand il est arrivé, quelles ont été les différentes évolutions du livre? It was very agile, so to speak, both between me and Pelle, and also
for just myself, like we would bounce ideas back and forward, and we weren't really. I guess we had an idea to begin with, but we weren't fixated on it. We weren't like determined, like this is the goal. It was more like this is a way, something to reach towards, but wherever we end up in the end, then that will be fine. So I guess you can also kind of see it when you flip through how the style and the influences sort of change throughout. Like, you know, we come up with new ideas. Yeah, that for example, that's a very, some ideas are very polished, some artworks are very like polished and worked on, and then you have that's a little creep who is more like something you know, a kid would draw. But it's also that it's actually, there's actually a point to that, because I wanted to show that, okay, you don't have to be like a real illustrator to make stuff for a book. You can literally make a stick figure and it will work, like it will look uncanny. And so to show that width of styles, I think inspires others as well to do something. And Donc il explique qu'il voulait, donc alors chaque fois c'était une espèce de ping-pong entre lui et Pelé, et que justement on rajoutait des choses, et notamment qu'il y a cette très très grande variété quant au dessin. Donc là je vais vous montrer celui-ci, c'était qui disait ça pourrait être un enfant qui, alors si c'est un enfant, if it's a child perhaps I will call the parents, but, donc, et qui voulait montrer donc c'était un enfant, et que en fait on pouvait avoir tout style de jeu et que ça pouvait être compatible. We've got another question. So in Swedish edition, so is the book written in Swedish and then you translate it in English, or is it? Yeah. So you have a Swedish edition, an English one, and now a French one. So how many supplements overall do we have in the Mörk Borg line? So I guess that depends on how you count. If you count only first party, like official ones, or if you also include the third party titles, because okay, the first party. So, and that's also to be even more complex here. That's also quite hard to see what is that first party, because if it's only me, the stuff that me and Pelle has done, or if it's if I did it, c'est très compliqué. I intentionally want to blur the line as well between this, because I don't want to be like, oh, that this is the official material, it's worth way more than the third party stuff. Like I want everything to be sort of equally valid. But I think we have released, I don't know, like 10 or 12 things perhaps, ranging from books to scenes to small candy boxes with rules on them. We brewed a beer and there's rules on the label. It's stuff like that. It's hard to quantify, but I think maybe it's more than that, actually. It's about 20. Donc ce serait entre 10 et 12 suppléments, et alors, peut-être que Agathe Batro va faire ça, des trucs de la bière qu'on va... Et donc voilà, il y a beaucoup de choses, hein, donc ça va jusqu'au sur des étiquettes de bière qui ont été brassées. Batro, si tu as des questions dessus, hein, n'hésite pas. Alors we've got et puis bien sûr Robin, the work on colors and print is really impressive. I love it. Your books are really awesome. Thank you so much. I'm a big print nerd, so that warms my heart. And so now you have the idea, the visual idea. So what came first? Was it the universe, the rules, or the artistic vision? Qu'est-ce qui est venu en premier, l'univers, les règles, ou cette vision artistique? It actually came in this order. It was the rules first, and then the artwork, and then the world. So in the beginning, we had a rule set, and then I added the images and the design and whatever to it. And then during the work, after a few months of working, we thought, hey, maybe we should have a world to this. Maybe we should write a setting to this, because there were no setting at all. And we had already sort of glimpsed at a setting and a tone in the illustrations and in some of the rules and stuff. And so we just we developed that further and explained the different kingdoms and the Doomsday Prophecy and whatever. And that, I think, was a good idea, because it made the game more complete in a way. But it's also fun because we had a world that we could also destroy in the apocalypse. Yeah, your toys. Donc ça a commencé avec justement donc les règles. Ensuite, il y a eu donc tout ce qui était le artwork, hein, donc c'est-à-dire tout ce qui était les dessins et l'esthétique. Et après,
ils ont décidé de rajouter un monde parce que, alors le monde en plus était déjà en pointillé dans tout ce qui avait été dessiné, mais ça leur permettait aussi d'avoir un monde pour être créé. So you had all these ideas and these brainstorming sessions. Were you limited by the number of pages for the book, or did you decide because you have other supplements, and so these supplements have also lore and new rules? So these things that now we can find in the supplements were actually within the draft of the rule book, or was it something that was added up? So we did not have any limitations at all. In fact, we added pages whenever we needed some, and I think you can see that when we look at for example, the starting weapons table. That is essentially a D10 table, but on 4 pages for no reason. Like, it makes no sense. But no, we were really limitless, and all of this material that later appeared in the scenes, I think honestly some of them would fit well in the core rulebook, but we hadn't thought of it then. Like, we never intended this game to be anything else than just one book. It sort of grew out of that, and would we have done things differently now? I don't know. Maybe not. I think it's also nice to have something that is very dynamic and wild, so to speak. So it's you don't need anything else but the core book, but all the other supplements are nice to have. Alors, je crois que cette phrase ferait penser à beaucoup d'auteurs, enfin ferait plaisir à beaucoup d'auteurs. Pas de limitation, on y va. Alors effectivement, il montre ça dans la catégorie gestion de page. Vous avez cette page avec 2 pages et puis le grand trait, Zweihander et puis 4 armes. Voilà. Hein, donc voilà qui est mise dessus. Donc ça, c'est des choses qui se faisaient au fur et à mesure, et puis après ça se rajoutait. So when the book is over, do you remember the moment you said, okay, now let's go to the publisher, or what was your feeling in the dark of the night? Like, what have we created? Was it a monster, or was it a masterpiece? Oh, it's definitely a monster. I remember actually when we had it finished and we went to our publisher Free League and asked if they wanted to help us get this thing into reality, because we had a finished book, and this was the first time that me and Pelle met in real life. Oh, Up until that point, we had never met or spoken with. We have only spoken in like chat, text messages, and so we were never really more than just acquaintances during the whole process of this book. And so meeting up and deciding to actually make this thing that turned it very real in a way. And we actually, it's funny because we actually had an idea that we should release this book and then we should just disappear. We should not be seen, or like we should make it a mystery. Release it into the wild and then just shut up. But yeah, it didn't happen that way. we couldn't stop. Donc il explique que ils finissent le livre, ils ne se s'étaient jamais rencontrés avec Pelle en vrai. Et donc c'est quand ils vont présenter le bouquin à Free League pour savoir s'ils peuvent aider à la distribution et tout cela, qu'ils se rencontrent. Et leur première idée, c'était on fait ça et on disparaît et plus jamais on nous voit. So what was the first impression or reaction from Free League? I think they were intrigued by it, impressed, or like more shocked maybe. It was very different from anything else, and I think I don't know, for some reason they wanted to do it, and I know they said when we first received it from the print that it's very overproduced, this thing, which it is. It's 100% true. But that's part of the charm, I guess. Alors la réaction de Free League, c'était un mélange, intrigué, choqué, et puis évidemment très agréablement, enfin très intrigué, choqué, et puis le troisième c'était donc très enthousiaste. Et quand le livre est arrivé, il disait, alors c'est overproduced, donc on pourrait traduire par voilà, vous avez mis trop de choses dedans, il y a trop d'éléments, et donc c'est vrai, enfin c'est vrai, reconnaît Johan. Alors and then. So the book is released. You have the first reviews. You have of course the first sales, and
even if you were, if you did not know whether it would be something of a commercial success, now you have the answer. So what's your reaction? Like, do you think that people are crazy as much as we are, or or is it that's fantastic, we just struck a note? Quelle a été votre réaction quand justement le jeu devient un succès? Est-ce que les gens sont aussi fous que nous, ou on a vraiment marqué quelque chose? So it's starting to sink in now after 5 years, but in the beginning it was very unbelievable because this was never meant to be anything except like a scene. Like we didn't even mean to make a hardcover book in the beginning. So for this, dumb little game to create these ripples is really amazing, and it's especially the amount of people who come and to create stuff for it and like to come to fill the community. We noticed that even before it was released, like when we first sent out the PDFs to backers, people were starting to make their own house rules and their own hacks and spin-offs and such. And this was before we had the third-party license in play. So it has always been a very vibrant community around it, and I feel like we are not alone in this thing. Like we have always had a big crowd of like-minded, freaks who want to play this type of games. And so, yeah, and I noticed that when we go to conventions as well, all around the world, like people are very passionate about this, and I truly appreciate that. Alors donc il explique, donc là maintenant c'était il y a 5 ans, ça retombe un petit peu, mais alors évidemment c'était un succès énorme, donc il était très très touché, ils ont vu qu'il y a eu toute cette notion de communauté. Il y a cette notion donc de troisième partie, on va en reparler un petit peu Batro, parce qu'on peut avoir ça également en français, et également il disait qu'à la base le livre devait même pas être en couverture dure, hein, ça devait être en couverture souple, et donc justement il voit à quel point voilà, les gens pensent exactement comme eux. So you have the third party license, and that license would be available in French as well. Donc là, on a des licences troisième partie, et Batro ça va être disponible en français, hein. Oui, tout à fait. On a créé un site internet où il y a le glossaire disponible et puis la base des règles que les créateurs peuvent reprendre avec grand plaisir. Et est-ce qu'il y a des polices de caractère? Non, le principe, c'est que chacun ne va pas copier les choses, mais plutôt essayer de refaire quelque chose de nouveau à partir de Mörk Borg. So I asked whether the fonts were included in the third-party rules. People talk a lot about graphic experience versus readability of the book. Did you try to lose the player a little bit into a visual maze to reinforce the immersion into your world? Yes, because you had many rewards, but readability is not one of them. So there's actually a big point to that. So the book is made really into two, or separate into two pieces, or the two parts. So the first part is the more like wild and like unconventionally laid out part. And the idea is actually to lose the reader, not the player so much, but the reader into this maze of a dying world where reality is breaking apart, and you see the graphic design is also sort of shattering, and nothing is sacred, nothing is stable. So you are sort of flooded by this visual stimuli as you flip through the first part of the book, and you understand the vibe of the world. And then as you get to the play part, the adventure in the back of the book, then readability is 100%. Like that's all focused on being used at the table and being, when you actually sit down with your friends, and play, then that's 100% usable. So the first part of the book, that's never really supposed to be used when you play. You should sit by yourself and like read it or flip through it. But when you play, you only use the adventure part, or you use the very, very last spread in the book, which is the reference spread with all the rules. It took me like forever just to decipher it. Yeah, you don't need to read that one. That's just that's how it is. C'est ce qu'il explique, et fort justement, c'est que le monde est en train de se briser. Donc quand on regarde le début du livre, on est dans un écho, c'est-à-dire qu'il n'y a rien qui est stable, il y a tout qui se brise, il y a tout il y a tout en fait qui, alors regardez dans les illustrations, qui amène ce chaos. Et puis bien entendu, et ça c'est dans la partie, et d'ailleurs on le sent, voilà, donc on le sent physiquement, c'est que quand vous avez les différentes les parties qui vont être jouées, donc pour le maître de jeu, là bien entendu, on est dans une espèce de clarté, de concision.
qui sont totalement exemplaires pour qu'on puisse jouer. Mais c'est donc, on le devinait, hein, que c'était totalement voulu d'amener ce chaos, et vous le verrez quand vous le lisez, et je pense que Robin, au début, tu as dû avoir aussi la même chose, dire alors ça se lit comment, est-ce que j'ai bien réussi à avoir, et ça amène d'ailleurs, je trouve, une sorte de vibration quand on le lit, on sent toute cette nervosité de ce monde qui s'effondre quand on va le lire. Alors on a aussi Forbidden Psalm, alors a third party, C'est un petit wargame, ça. Ah, ok. C'est wargame. Et Mais c'est très bien. Le système est très cool. Ouais. ok. Et donc celui-ci, il a déjà été traduit en français. C'est ce que m'écrit, c'est ce que dit Cyborg. So we've got Mörk Borg. Let's delve in a little bit further with another one. Alors, je sais pas si Batro, tu te décales un petit peu sur ta droite ou sur ta gauche. Tiens, il y a un jeu, c'est Cyborg. Thicker, far thicker. Alors moi j'ai une question, Batro. C'est envisagé peut-être un Cyborg en français? Ou tu as perdu la connexion quand je te pose la question? Je passe sous un tunnel, mais bon, disons qu'on fera peut-être des annonces d'ici la fin de la souscription, mais déjà on se concentre sur tous les suppléments qu'on a à traduire et à faire pour cette souscription. So, in the numerous books you made, so that one is far thicker. So what did you learn from Mörk Borg to produce Cyborg? So let's see. Yeah, I think we wanted to give even more tools to the player and in more random tables to enrich in the world, and we wanted to. I don't know, like it's really a continuation of Mörk Borg in a lot of ways, but obviously adapted to the cyberpunk genre. But there is just, I guess, more and more of random tables and generators in it, so that it's a little bit more focused on campaign play and a little bit more focused on factions and stuff like that, because you are all in a very more constricted space, like within this one city. So it's a bit different in that regard, but other than that, I think they're quite similar. Like it's just more of everything, really, in Cyborg. Donc il voulait surtout amener donc d'autres choses, d'autres tables, d'autres mondes. Alors ils expliquent aussi que la durée, ça se passe dans une ville, donc c'est un petit peu plus limité, mais au-delà de ça, bien entendu, on est complètement dans le même esprit. Et si jamais vous le faites, bon courage Arthur, parce que là il y a encore plus de tables, et puis il y a encore plus de tableaux qui entourent bien les tables. Alors, voilà, tenez par exemple. Voilà, je vous montre cela. Looking back, what was the hardest thing to produce or to create in Mörk Borg? En y repensant, qu'est-ce qui a été le plus difficile à créer ou à produire dans Mörk Borg? I think it was a lot of the technicalities around the printing of it, because it's such a complex book print-wise. Like now that we have it done, we're in control of it. But to do it for the first time, it was a bit nerve-wracking, because I have never done or really seen in the role-playing game space a book quite as technical as this one. So that was really scary to do that the first time, to make sure that everything is all right. Like instead of 4 prints, which 4 colors, which is the standard one, there's 6 colors. There's even in Cyborg there's 8 colors, but there's 2 different paper stocks. You know, there are glow-in-the-dark ink on the spine, and then there's foils inside. There's so much happening, and you know the amount of emails that I had back and forth with the print shop, it was just incredible. So to have that sort of done without too many errors, that was a real pain in the ass. Alors, une des choses les plus dures, évidemment, c'était l'aspect technique, parce qu'on n'est pas sur du 4 couleurs, on est sur du 6 couleurs, on a différents types de papier. Pour Cyborg, c'est glow in the dark, hein, donc c'est phosphorescent au niveau du dos. Voilà. Et alors la question que je suis posée, c'est, mais il y a un moment où vous n'êtes pas dit, faisons plus simple. At one point, didn't you say to yourself, okay, let's go with a simpler version, or you really wanted that
version that you had I in wanted mind? this version. Yeah, I never really. No, I don't know. I had this weird idea that we gotta make as much as we just can because we want the book to be loud, like the music that inspired it. We want the book to scream at you. We actually did. There is for the English at least. There's the bare bones edition, which is the one without all the bells and whistles. That is just a text only version. So, but for this original, like the core book, we really wanted it to be extra everything. Alors, il voulait que ce soit alors comme dans Spinal Tap, que ça aille sur 11, hein, pour ceux qui connaissent la référence. Et il voulait que le livre vous crie dessus. Il voulait aller au maximum de tout cela. Et donc, c'est pour ça qu'ils sont allés sans aucun compromis. And you mentioned earlier the number of people, the community you have gathered around the game. What would define a typical Mörk Borg enthusiast? Qu'est-ce qui définirait un fan de Mörk Borg? I think it's a creative, somewhat music-focused outsider in a way. Someone who is someone who likes the sort of weird horror games and who has a lot of humor as well. I think that's a key ingredient to it as well. That there's a lot of humor in it, and it doesn't take itself too seriously. Like there's a lot of joking around in it. So yeah, usually people are quite pleasant that like this game. Usually. Alors normalement les gens sont plutôt sympathiques. Donc comment il voit le fan de Mörk Borg typique, c'est plutôt un créatif. Alors c'est quelqu'un qui est un petit peu en marge et qui aime de la musique costaud. C'est également quelqu'un qui aime de l'horreur, et puis de l'étrange. Et c'est aussi quelqu'un qui a de l'humour, hein, parce qu'il surtout qui rejoint beaucoup qui se retrouve dans ce jeu. And throughout conventions, or when you met your fans, have you noticed, I would say, regular players, or did it bring to the hobby new kind of players? Est-ce que ça a amené d'autres joueurs un petit peu différents habituellement, ou est-ce que c'était les joueurs habituels? There are definitely people who have used this game as their first role-playing game. People who were intrigued by the visuals, or that didn't, or who bought it without knowing that it is a role-playing game. They just wanted to look at this world that we created, and then they tried to play it and had fun and realized that this type of game is really fun. So it was never meant to be for the beginners, honestly. So that's a bit of a surprise, really. But I think other than that, I mean, there's a lot of people in the OSR genre that likes this, or in the indie sort of rules light genre. It's because of how vague and sort of rules light the system is. Like, I think people who are really into crunchy systems and well-balanced systems that care a lot about the different powers and numbers and whatnot are not really gonna enjoy this as much as the people who just want to vibe and have a good time. So. Alors justement, donc il disait qu'il y a des personnes, hein, qui ont acheté le jeu, qui ne faisait pas de jeu de rôle parce que ils ont vu l'aspect esthétique, ils ont commencé à le lire, et à ce moment-là, ils ont essayé d'y jouer, et visiblement ça marchait. Et puis également, donc il explique qu'il y a cette espèce de d'écho, hein, du genre OSR, et que c'est un jeu qui est fait pour les personnes qui aiment quand le système est léger et de s'amuser, ceux qui préfèrent les jeux crunchy avec des engrenages et compagnie. Bon, ce jeu ne va pas forcément s'adresser à eux. Et il dit également que le jeu n'était pas fait pour les débutants, à l'évidence, mais qu'il y a quand même eu certains débutants. Alors, you mentioned that the game was not intended for beginners. What pieces of advice you would give to someone wanting to start Mörk Borg? Because we have to say the book screams a lot at you. So perhaps it can be quite impressive just to find sometimes some information. So what are the basic advice you would give to someone? Quels sont les conseils de base que vous donneriez à quelqu'un? I would say don't try to follow the rules too much. Like, use the rules more as inspiration and as a guideline. And
it's better to, if you're ever confused or like wonder about how to rule a certain situation, instead of try to flip through the book looking for an answer, just make something up, you and your friends, because the game book, the rule book, is not one of the players. Like the people around the table are. That's the only people who matter. And also join, the community, join the discords and talk to others, because there's so many people who are very helpful and want to, play with you, or recommend, products, or recommend, ways of doing stuff. And also, yeah, like there's a pretty good index in the back of the book if you're ever lost. Check it out. Alors, Yen, I love what you said about the game book is not a player. I love it. I'll use it again. And I quote you. Il a dit cette phrase que je trouve superbe. Il a dit c'est pas le bouquin de règles n'est pas un joueur. Les joueurs sont autour de vous. Et donc, les conseils qu'il va donner sont des conseils comme, par exemple, s'il faut se laisser aller, il faut pas, si jamais vous savez pas trop comment gérer une situation, créez quelque chose avec vos joueurs. Et puis, bien entendu aussi, vous avez tous ces systèmes de règles qui sont, vous avez toute cette communauté qui est disponible et qui pourra vous aider. The game. If someone wants to play the OSR genre, as you mentioned, and has some old Dungeons and Dragons books, how can we adapt them? How can we use some old and classic D20 games for Mörk Borg? Comment est-ce qu'on pourrait adapter pour ceux qui ont des vieux suppléments et puis qui veulent mettre ça à cette sauce? You can quite easily run them pretty much as is. Like there are plenty of conversion guides online, but I have ran old Dungeons and Dragons adventures without ever converting anything. Just take the numbers that's in the book. Like, sure, it might be balanced a bit differently. Maybe some monsters will appear stronger or weaker than they were intended, back in the 80s, but who cares? Like, this, what happens now at your table now is what matters. Like, maybe let the chips fall as they may, but and the hit points will be the same, morale will be the same, the weapon damage will be the same. Like, most of it is pretty compatible, I would say. So donc justement, Johan explique qu'il a joué des anciennes aventures, des vieux scénarios de Donjons et Dragons en ne changeant absolument rien. Donc il y a juste à prendre dans le livre. Alors des fois ça fait des déséquilibres, parce que les personnages sont peut-être parfois plus forts, également parfois plus faibles, mais il y a aussi cette très jolie phrase, il dit de toute façon en fait on s'en fiche, c'était comme ça avant et maintenant on est dedans, et on trouve des guides de conversion, mais en fait on peut complètement aller dedans. Et also, so you talked about the past, and of course Mörk Borg is more than the present. You created, as I mentioned earlier in our interview, that sorry, I just lost my train of thought. Yes, I have it. You've got Borg. Borg is now recognized as not a way of life, but a way of playing, if I may say so. How do you feel toward that? In many ways, you put a mark not on one game, but on a way of playing. And do you think that? Where do you think did you realize at the time that you were answering some sort of a lack of something, that there was a lack of something, and that you brought the solution, perhaps without knowing it? Without knowing it, for sure. It was very unintended, and it's true. I've come to realize now that we didn't really we made a game, but it turned into like a genre almost. Like, it's like you said, it's a type of game, and I'm very happy because it's the type of game that I like to play. So there's plenty of games for me and my play groups to enjoy. But there must have been something that was missing, or something that I don't know. People realized that they were lacking without knowing that it existed. So it's incredibly inspiring to see all these people making stuff, because
will give ideas and energy to us to in turn create something. So it's a good circle of inspiration. So it's nice. Donc c'est ce qu'ils expliquaient. Donc je vais poser la question, mais est-ce que vous avez répondu finalement à un manque et puis vous avez créé un style de jeu. Alors ils disaient que c'était pas du tout voulu, mais que sans le savoir, ils ont bien entendu répondu à un manque, à ce manque qui n'était pas forcément définissable. Maintenant que l'on voit, c'est-à-dire vouloir jouer rapidement, et puis donc le style Borg, hein, bien entendu, et puis que surtout ça amène énormément d'inspiration avec toutes ces personnes qui sont autour, enfin dans ces communautés, et puis qui créent. Et donc on a envie de créer encore plus. Do you play? You mentioned your tables. Has the game changed the way you play? I mean, just before the release of Mörk Borg, were you playing more classic games, and then once you found the way through Mörk Borg, you just drifted and just play only OSR games? So, what are your habits as a player? Quelles sont tes habitudes en tant que joueur? That's actually true. I think I was really into the OSR when we made Mörk Borg, but I think after releasing it and after working on it for a couple of years now, I've definitely been cursed with playing Mörk Borg style games more and more. So it has absolutely affected me. So I think I still go back to more typical OSR games like Old School Essentials and that sort of thing from time to time, but I don't know, this has opened up a door for me as well. And especially when we want to play something quick and like a one shot or something, it's really nice to just whip out a Borg game and just play it like that. Alors, donc, je vais poser la question, est-ce qu'il joue à d'autres jeux plus classiques? Est-ce que Mörk Borg a eu un impact sur lui? Il dit bah oui, qu'il est un peu maudit et que maintenant il joue beaucoup à ces jeux donc rapides, donc justement du Mörk Borg, même s'il revient parfois à des jeux plus classiques, mais que ça a effectivement eu cette influence. Alors quand tu joues à Mörk Borg, comment ça se passe avec tes joueurs? So, when you're playing or testing some Mörk Borg scenarios, we know that the graphic aspect, of course, is paramount. So, have you drawn something that you show to the players, or do you play the scenario and then after that you draw things? Est-ce que tu fais jouer l'histoire et puis après tu présentes déjà des esquisses du bouquin ou du scénario, parce que l'aspect graphique est très important, ou est-ce que vous jouez et ensuite tu dessines? Et la première réponse c'était oh. That's a good question, actually. I can't think of any particular instance of that, but I'm sure that our games have inspired my art, definitely. But when we play, I show the art a lot, and I'm not really. We have a very good GM screen that I can highly recommend, but I'm not really a GM screen player. I will have my books open and on the table for everyone to see. So it's very much that we all share the art and the visual experience of the book. But I have never really, not that I can think of, that I have thought, I want to illustrate this instance or this game session and then put that in a book. Alors, il n'a pas vraiment d'exemple en tête justement sur ce rapport entre le dessin et ce qui est mis dedans. Mais puis en plus, il explique qu'il y a un très bel écran qui est en rupture de stock, mais qui est disponible sur la page de financement. Et également, et donc justement, lui, il n'est pas du tout dans le côté donc de l'écran. Il est là, il l'ouvre et puis il ouvre et puis il va donc jouer. So we know that we are supposed, when we die, to eat one copy of the book. Not eat. You can eat if you want. It's to burn, not eat it. Sorry, Robin? You're supposed to burn it. To burn, okay. Do you have instances of... burn it, sorry. Sorry, Bertrand, I made the confusion. So yes, to burn it, sorry. Do you have any instances of or pictures that players sent you and saying, okay, we burnt it? Or is it still a joke? No, well,
as many things, it started out as a joke, and then people took it seriously. So yeah, there have been several occasions when people have actually burned the book after a finished campaign. So that's the rule. So just to explain, when the world ends in this game, you are supposed to burn the book because the game world is contained within the book, and so when the world ends, then you remove the book from existence and you never play the game again. Is the idea. So people usually house rule that, and they don't burn the book, or they burn the book and then they buy a new copy, which was never the intention. But I don't mind. But that was not what we meant. We did on the release party for Mörk Borg originally. We burned a book and recited the Doomsday Prophecy aloud, and it really stinks. The book, so don't burn it. There's a lot of chemicals in it. Yeah. And it never washes off your clothes. So. Donc alors, des conseils techniques. Donc oui, alors il y a des personnes, au début c'était une blague, mais il y a des personnes qui effectivement l'ont fait. Alors il dit qu'il ne faut pas le faire pour plusieurs raisons. C'est que ça sent pas bon du tout, et que surtout c'est que ça va tacher vos vêtements et que ça va pas partir à cause de l'encre. Et puis évidemment c'était une blague, et donc c'était pas fait pour être comme cela. And my next question will be quite difficult to answer, I think. The kind of spirit of stairways, you know. Imagine the ultimate Mörk Borg adventures. I mean, the one. Okay, I know that the world is supposed to end, but what should this ultimate adventure be? Have you ever thought of that? The one that would close the door not only to the universe you're playing within your session, but to Mörk Borg. You mean the ultimate as in the last one? The final, yes, exactly. The final one. Quelle serait la dernière partie de Mörk Borg? I think the ultimate should... I mean, as you said, the world is ending, so every adventure could very well be that. But if you were to design one, it would probably include the named entities like the two-headed basilisks or Necrobell, or these powerful creatures and gods that we talk about that surround the apocalypse. It will probably be about being having a way to stop the apocalypse, and then questing for that, and then ultimately at the very end fail, so the world ends anyway. that would be the perfect... I would love to have a grand anti-climax for that. So you think you're about to finish it, and then no, you just fail. That was the other door. Donc justement, si ça devait être la dernière partie, on ferait intervenir des grands méchants. Alors il y a le basilic à deux têtes, et puis donc la deuxième, c'est Necrubel. Ouais, Necrubel, voilà, qui était là, et donc évidemment, c'est ces personnes qui vont provoquer l'apocalypse. Donc il imagine évidemment un final qui serait non pas grandiose, mais un final qui irait totalement donc anticlimactique, hein, qui irait totalement à contre-pied, parce que les joueurs échoueraient, et donc évidemment ça serait la fin. This is something I really like in Mörk Borg, is that we have the it runs a counter to classic games, because you said that they won't save the world, and they will fail, or they will fail at the last minute. Do you think that this is also one of the reasons that the game is so successful, is that you are not a hero, you are quite disposable? Yeah. Donc est-ce que tu penses que c'est aussi un des succès du fait que on n'est pas des héros, on est juste de la quantité négligeable? I think so. I think it's a fresh sort of take on the classic hero saga that I don't know. I've always been so allergic to plot armor and the kind of stories where you know how it will end. You know that they will succeed. Like, I want to have a story where, okay, you don't know. Like, maybe they will fail in the end. You will still have a good story up until that point. Like, a story can still be like good and valuable and interesting or whatever, if you fail in the end. Like, maybe that will make it more exciting. So yeah, I think so. It's also the constant real risk of catastrophic failure that I think keeps players on their toes, and GMs as well on their toes. Even if you are this close to completing your grand quest, the world can end because the misery die said so. So that sort of sudden disappointment is so baked into the game in a good way.
Justement, il explique, justement, c'est ça qu'il fait. Il a toujours détesté donc l'espèce d'invulnérabilité scénaristique qu'on pouvait avoir en tant en tant que scénariste, enfin en tant que joueur, et que justement, il y a aussi quelque chose de très intéressant à échouer, et que justement, on peut échouer toujours de différentes manières, et c'est aussi quelque chose qui va vous surprendre, et aussi également en tant que maître de jeu. There's also a supplement you produced, which is called Icon, Yes. and we'll show it again here. Donc c'est le supplément, il est plus bas, hein, je crois. Ouais, c'est la petite boîte avec boîte. des livrets et des dieux. It's here. There it is, a little box. Yes, it is. I think there's another one. Or it's here. So how did you come with this idea? So Icon is a very peculiar product as well, because that's a very typical product for us, because it's a quite simple idea that we've decided to just go up to that 11. So what it is essentially is a magic item in the game. Like it's some sort of container or some sort of prison for four folk gods. So there are 4 creatures bound within this thing that you can summon to try to get them to help you. But if you piss them off, they will curse you and probably kill you. But you can get very powerful aid from these creatures. And you can increase your chances of getting help from them by either sacrificing vital body parts of yourself, or by sacrificing willing people. It's very important that they are willing subjects, so that you will create a sort of death cult for people who are willing to die for your magic shenanigans. But it's essentially 4 D10 tables, that's it. But we decided to make a whole box with 4 different booklets with, I think it's 40 original oil paintings in there. And there's, the art is by Samurai from a Paraguayan artist. And it's so over the top produced that it's very typical of me and Pelle, but in the end, I think it's an item that is unlike any other role-playing game thing, because it's also very hard to explain when we go to conventions and people ask us, what's Icon? What's in the Me and Pelle always look at each other like, oh, you want to go or should I go? Alors justement, donc cette petite boîte, c'est un objet qui a des dieux. Donc il y a quatre dieux, hein, je crois. 4 livrets qui décrivent des dieux. Ouais. Dieux. Donc on peut les utiliser, mais en fait c'est comme si on était en jeu, et que ces dieux donc peuvent être d'une aide extraordinaire ou se retourner contre vous. Alors, par exemple, vous pouvez sacrifier une partie de votre corps, ou alors vous pouvez même carrément faire des sacrifices humains. Mais attention, les victimes doivent être volontaires. Et justement, vous pouvez créer une secte pour puiser là-dedans. Donc, c'est encore plus retors. Et donc, ça mélange à la fois cette fantastique beauté graphique avec un élément de partie qui fait totalement basculer la partie. Hein. Quand on le lit, de toute façon, on voit bien que c'est éminemment puissant. Peut-être pas forcément d'ailleurs pour les joueurs débutants. Je ne sais pas, utiliser tout de suite, je pense, dans la partie, parce que la partie peut partir dans tous les sens. We've got a question by Benjamin. Coucou Benjamin, une nouvelle fois. Et d'ailleurs, je te recontacte très très rapidement pour le café rôliste. Okay. Mörk Borg bursts with punk energy, music and counterculture. Do you think role-playing games are the ideal medium for this kind of creative vision, or would you have preferred to take it to another form or medium? I think it's a great medium for that. This is a very good question, actually. I think it's a great medium for that because no one owns the role-playing game but the players who buy it. Like you create it yourself. You take it from the hands of the producers, and it's yours now, and you make of it what you will. I think that's perfect for these kinds of expressions. And I think we also want to, and a lot of people do it too, like take it to other mediums. You know, we've made albums and we've made miniatures and comics and all different kinds of formats for this type of thing. So I think role-playing games are a perfect medium to break boundaries and to break expectations and do your own thing, because that's a vital part of the whole experience of that.
Donc il pense il pense que le jeu de rôle est un fantastique médium pour cela, pour briser les limites, pour briser les frontières, parce que personne ne possède le jeu si ce n'est vous. À partir du moment, les déconstructivistes ne me renieront pas là-dessus, à partir du moment où le livre n'est plus dans les mains de celui qui l'a fait, il vous appartient et vous en faites exactement ce que vous voulez, d'où justement le fantastique médium que cela peut que peut être le jeu de rôle. And failing is always a good way for learning, and this is That's how it is. Yeah. fail True with that. style. Yeah, exactly. Do you have other, because we are now reaching the end of the interview, do you have any special items or game supplements you would like to produce for Mörk Borg that of course, that have not been released Yeah, I yet have or produced? a lot of ideas and things, but I don't want to say them because maybe No, we'll of do course. them one day. But yeah, no, we have tons of ideas, and usually like some of the weirder things are people who make them and then they reach out to us and say, "Hey, do you want to make this thing with us?" So like we're making an action figure and we're making a video game and we make all these types of unexpected for us things because people like the game and want to collaborate, and yeah, Donc, like It's fun. Beer Borg. Beer Borg we've done, yeah. We brewed a very dark stout that tasted like burnt wood. It was terrific, actually. I loved it, but you don't drink too many of them. donc Beer Borg, hein, donc qui peut être fait. Et en fait, surtout, c'est ce qu'il dit, c'est dans les projets qu'il pourrait avoir, surtout, c'est les gens qui viennent pour proposer justement tous ces suppléments et te proposer aussi tous ces éléments, ces choses qui sont en dehors vraiment du jeu classique, et puis pour pouvoir venir les faire. I've got also another question about one of the supplements that actually is about to be translated, which is Lair the Vampire King. Yes. So because Robin not refused, but he just said, you should ask Johan. So why is it why is that supplement so special? Okay, well, first of all, it's very funny that it will be translated because so this was an adventure by my son, who was, I think, 4 or 5 at the time, very young, and he was drawing. I have all my drawings and monsters and ghosts and stuff up on my walls, and so my kids, they see them and they love monsters as well. And so my son was one day drawing the cover guy from Mörk Borg, the skeleton with the demon head. And I was sort of like asking him about was he drawing, and he told me about this vampire king, and I kept like interviewing him about who is this guy, where does he live, what happens in that room, can you draw what's in there. And eventually it turned out to be a full dungeon, like a small dungeon, but it's a dungeon that is sort of playable. And I took his illustrations and his words, and I drew them in my style, and I edited it, gave it game stats, and then we decided to make it into a scene and into a playable dungeon that is extremely deadly, actually, and very unbalanced, but it's all his designs. So there's a lot of lava in there. Okay. Is he credited? Of course, yeah, he gets half the sales. Of course. Okay. Yeah. Alors, c'était ça, Robin, que tu voulais nous dire? Oui, c'était ça. Et Ok. surtout, ce qui est super, c'est que vous verrez, mais qu'à la fin du supplément, on a effectivement les croquis de son fils et un petit peu la jeunesse de cet ouvrage, et de mettre les deux en perspective, c'est génial, quoi. Ça apporte une âme au truc, c'est super. Alors je le traduis quand même. Donc, à la base, c'était son fils qui avait 4-5 ans, qui adorait regarder tous les dessins de monstres, puis il commence à dessiner, et à ce moment-là, Johan lui demande, mais qu'est-ce que tu dessines? Et puis je dessine, il y a un vampire, et puis de question en question, c'est devenu un donjon. Alors comme il expliquait, c'est un donjon qui est très déséquilibré, il y a beaucoup de lave. Et puis donc effectivement, il est bien crédité. Il est crédité et il touche la moitié la moitié bien sûr des ventes. So we've got a question. So Johan, I'm translating the question, but it is perhaps more for the translators. So how do you translate? How do you maqueter le mot maqueter?
Layout. How do you lay out such such a book, and how do you sweat a lot, or do you go with all your passion? And this is Johan. The question is. When you knew, perhaps you didn't know at first that you would translate the book, No. but once it was about to be translated, did you also think about, oh my goodness, how will they do it? Comment est-ce qu'ils vont le faire? Yeah, first of all, I felt very sorry for whoever is doing it D'accord. because it was never intended to be translated. Like it was never intended for anyone else to even touch these design documents. But yeah, I think it's it's a miracle that it's been such a good job. It speaks to a level of skill that I'm very impressed by. So I'm very happy with it, and I'm so sorry. Donc il s'excuse, il s'excuse beaucoup parce qu'il donc justement qu'il disait que ça avait jamais été prévu, hein, que ce soit donc quelque chose de traduit. Et effectivement, il est désolé. Donc Robin, toi c'est comment justement? C'est beaucoup de sueur? Écoute, pour l'instant, il y a beaucoup de sérénité dans le projet parce qu'on n'a pas encore commencé la mise en maquette. Ok. Layout has not begun. Oui, les mains vont commencer à trembler et puis on aura quelques syncopes. Mais d'ici là, pour l'instant, ça suit son rythme et c'est assez tranquille. Okay, so far so good. So this is now the end of the show. I want to really thank you for having been here. My last question will be. I don't know anything about role-playing games, or I know a lot about role-playing games. I want something different. And someone just told me that there's that game, Mörk Borg, that could be different. How would you define, or what would you say to someone who's quite bored with role-playing games, or who wants really definitely to experience something different, having heard about your game? Qu'est-ce que vous diriez qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui en a un peu marre du jeu, qui veut quelque chose de nouveau? I would say that there's check it out here. I give them a copy. Say, no, Je lui donnerai un exemplaire. I don't know. I think maybe I'm such a bad salesman. Like we if you like it, check it out. But I think it's very welcoming in its unpretentiousness in a way. Like it doesn't try to force you or like tell you how to do stuff. It invites you to make it up yourself. So if this person who is very like unsure and uncertain about how to play a game, like the game won't restrict them. Like it will just be a source of inspiration to make your own game out of. Mm-hmm. Alors il dit and do not burn it. That would be also your second advice. Don't burn it. No. Yeah, it's also very hard to burn because it's a light fire. Donc là, il dirait, mais de toute façon, voilà, ça ne vous donne pas d'ordre, ça vous invite à jouer. C'est un jeu qui n'a aucune prétention et aucune volonté de vous entraver. Et c'est comme ça que vous allez pouvoir jouer dans sa simplicité. Et c'est là, pour lui, la grande force du jeu. Et bien entendu, ne le brûlez pas, parce que justement, en plus, il est très difficile à brûler. Well, that was, surtout si vous avez eu beaucoup de temps à le traduire et à le mettre en maquette. Thank you very much, Johan, for having been here. That was really a pleasure to have you. And so that will be a French version. Are there any international versions of the game? Yeah, there are a few. So this is I was just in Lucca in Italy and released the Italian version, for example, and there are some other languages as well coming, which is fine. We're opening up those doors now. Oh, ok. Donc il y a aussi une version italienne et puis il y a une version d'autres langues étrangères qui vont arriver. Batro, un grand merci. Peut-être un petit mot à ajouter? Bah, à présent, il faut aller sur la page du LUL et tout cramer. Voilà, ne faites pas sauter Internet parce que là on va quand même avoir des soucis. Hein. Je vous remets la page dessus. Robin, un autre petit mot aussi?
Ouais, ben merci de l'invitation et merci pour ce moment. Et puis je trouve que Johan a dit quelque chose d'assez pertinent, c'est que c'est un jeu en fait qui est son propre argument. Il faut le saisir, il faut le manipuler, le voir et en fait s'immerger dans cette œuvre pour vraiment apprécier toute sa profondeur et la qualité du travail qui a été accompli. C'est pas un jeu qui se prête vraiment aux démonstrations, aux actual play comme on peut Oui. le voir pour les autres, mais c'est vraiment voilà, c'est quelque chose qui va vous happer quand vous l'aurez dans les mains, donc ça arrive vite et j'espère qu'il y aura pas, enfin il y aura beaucoup de gens au rendez-vous. Donc on rappelle, ce qu'on n'avait pas dit, la campagne dure 30 jours, hein, je crois, c'est ça, hein? Tout à fait, ouais, jusqu'au début décembre, du coup. Voilà, début décembre, et donc ça sera. Eh bien, un grand merci à vous tous. Un grand merci également aux personnes du chat qui étaient présentes. Thank you once again, Johan. Thank you. Et puis Thank you. It's tout really cela, a blast to be here. likewise. And bien entendu, tout cela n'est que du jeu et que vos parties, surtout avec des gros monstres, soient belles.